Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce débrief et dans cette rétrospective internationale des faits marquants de l'année 2023 qui a été très riche en événements. Et quand on parle d'événements sur la scène internationale, ils ne sont généralement ni engageants ni rassurants. De la guerre en Ukraine à celle à Gaza, en passant par des bruits de bottes à Taïwan, des séismes meurtriers comme celui qui est survenu en février en Turquie et en Syrie, des remous en Russie avec la rébellion Wagner, mais aussi en France avec les retraites, les émeutes de juillet et cette fameuse loi immigration, qui est une affaire interne à la France, mais qui concerne aussi nos ressortissants et d'autres venant d'Afrique. Et il y a aussi les dessous de tous ces événements. Il y a le coup d'État au Niger, le couronnement du roi Charles III au Royaume-Uni. Une année donc de grande bascule géopolitique, une bascule dont on ne connaît pas encore vraiment les orientations, mais dont on devine les grandes lignes, avec un nord en difficulté et un sud en construction, en devenir et en force. Avec nous pour commenter certains des événements les plus marquants de cette année, Zakaria Bouddahab, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est Aziz, merci de l'invitation. Marhaba, c'est Abdelghani Youmni. Bonsoir, vous êtes économiste et vous êtes aussi spécialiste en politique publique, merci d'être avec nous. C'est Abdelhamid Ben Khattab, bonsoir aussi à vous. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Cette année, merci à vous trois. Cette année a connu bien des événements et même des coups de théâtre. On commencera par la guerre en Ukraine. Mais avant de commencer par la guerre en Ukraine, je voudrais faire un petit tour de table rapide, en commençant par vous, Zakaria Bouddahab. L'événement marquant qui vous a le plus marqué dans cette année, qui a été pleine d'événements marquants. Pour moi, c'est l'attribution du mondial 2030, l'organisation. Alors attention, c'est une rétrospective internationale, puisque nous avons fait la rétrospective nationale la semaine dernière, que nous avons parlé du mondial 2030. Mais c'est la première fois, c'est intercontinental. C'est la raison pour laquelle je crois qu'au-delà, c'est une fierté d'ailleurs, c'est quand même la 6e fois, donc la 6e c'est la bonne cette fois-ci. Et au-delà, c'est aussi question d'interculturalité, je considère la chose ainsi, puisqu'il s'agit quand même d'unifier deux continents, mais on va dire deux cultures ne sont pas du tout antagonistes. Je ne suis pas du tout dans le paradigme de Huntington, le clash civilisation, mais plutôt dans une réciprocité, mutualité ou mutualisation, interculturalité. Je crois que c'est important de le dire. Évidemment, il y a d'autres, mais j'opte pour cet événement majeur pour moi. Alors, on va rester sur celui-là. Abdelhamid Ben Khattab. J'ai deux faits marquants que je considère comme deux événements qui ont vraiment marqué le 2023, la guerre en Ukraine, l'interminable guerre en Ukraine. On voit très bien que ce qui a été perçu comme une guerre de courte durée est devenu une guerre d'usure. On ne sait pas quand et comment elle va se terminer. Deuxième, c'est cette guerre aussi, je dirais, criminelle de Gaza contre les habitants de Gaza. On voit très bien qu'à un moment donné, il y a un amalgame qui s'est fait, un glissement qui s'est fait pour amalgamer le mouvement Hamas avec la population palestinienne. Et c'est grave à mon sens. On y reviendra, bien entendu. On reviendra sur ces deux événements. On termine par vous ce tour de table, Abdelghani Youmni. Écoutez, le monde a connu deux séismes. D'abord, un séisme en Afrique, au Maroc. Donc, c'est le séisme d'Al-Haus qui nous a bouleversés. Puis un deuxième séisme avant, en février 2023, en Turquie. Mais après, c'est le 7 octobre qui m'a marqué. C'est un séisme politique parce que tout simplement, c'est un changement de paradigme dans la guerre qui se fait aujourd'hui entre des combattants et trois États du monde, peut-être les plus importants sur la puissance militaire, la puissance de feu, le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël. Et pour moi, le fait marquant, c'est le 7 octobre. C'est peut-être un début d'une autre histoire dans cette région. C'est une bascule, une véritable bascule. Alors voilà pour les faits marquants qui vous auront marqué. Alors on démarre avec vous, Zakaria Bouddahab. Donc la guerre en Ukraine. On a présenté en 2022 comme celle d'une victoire ou d'une avancée ukrainienne contre les Russes, ne serait-ce que pour les avoir contenus. On a parlé de 2023 comme étant l'année russe de cette guerre en Ukraine. Et depuis, donc, c'est les offensives, les contre-offensives, Bakhmout, la question des équipements, etc. Alors, où en est-on? Sachant que dans cette guerre en Ukraine, il y a plusieurs événements qui se sont greffés autour. Je parle, par exemple, de la rébellion Wagner. Je parle, par exemple, de l'implication de la Corée du Nord, de la mise en accusation du président Poutine par le CPI.
Où en est-on? Premièrement, l'agression israélienne contre les Gazaouis et les Palestiniens de façon générale a fait quand même un peu de l'ombre à cette guerre en Ukraine déclenchée à partir de ce que les Russes avaient appelé en février 2022 comme étant une opération spéciale. On suivait alors au jour le jour l'évolution des choses sur le terrain. Et aujourd'hui, pratiquement, on est plutôt dans une sorte de, non pas de modus operandi, mais de statu quo, avec, on va dire, 2023, vous l'avez si bien dit, si Aziz, une sorte de victoire nolens volens pour les Russes. Pourquoi? Parce que déjà, M. Poutine se déplace. Il était en grande pompe en Arabie Saoudite, entre autres choses, aux Émirats Arabes Unis, accueilli comme un grand chef d'État. Son ministre aussi des Affaires étrangères, M. Lavrov, avec le forum récemment, Russie, pays arabes, etc. Et donc, on est plus ou moins dans une sorte, à mon sens, d'une légitimation même de l'action russe en Ukraine, et avec cette annexion de la partie orientale de l'Ukraine, avec cet objectif qui a été déclaré au départ, comme quoi les Russes voulaient venir à la rescousse des russophones au sein de cette région. Deuxième chose, il ne faut pas l'oublier, c'est mi-figue, mi-raisin. Même l'Ukraine aussi, je crois pour Zelensky, peut-être il aura à présenter un bilan positif. Ne serait-ce que lorsque l'Union européenne avait officiellement admis l'accession de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce ne sera pas pour aujourd'hui ni pour demain. On a vu l'opposition hongroise, mais en général, on peut dire que là, nous sommes sur le long terme, probablement avec des évolutions dans ce cadre-là. Ce qu'on peut dire, c'est que je crois que 2023 a été plus une année positive pour les Russes. Moi, je crois que c'est pour le terrain, une stabilisation de la situation. Et carrément, on a intérioriser en quelque sorte l'action russe contre les Ukrainiens. Ceci dit, évidemment, je formule un point de vue personnel, ça n'engage personne que moi, mais je voudrais quand même dire qu'il faut aller chercher les racines profondes de ce conflit qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes, comme pour le cas de l'Israël et la Palestine, les racines sont lointaines, il faut faire œuvre d'étiologie et aller détecter quelles sont les origines profondes de cette conflictualité. Et je crois que nous sommes toujours dans les reliquats de l'ère de la guerre froide et il faudra, à mon sens, aller dans le sens de la détermination des causes profondes de ce genre de conflictualité. Les relations entre les deux pays remontent à des siècles, voire Exactement. pas des millénaires, mais peut-être au début du millénaire, enfin du deuxième millénaire, mais les choses ont véritablement commencé avec l'effondrement du mur de Berlin et de l'Union soviétique, avec cette séparation. Abdelhamid Belkhatab, sur l'Ukraine. Oui, rappelons tout simplement que l'Ukraine était le grenier de l'Union soviétique et était aussi le dépôt d'armes et le foyer de la technologie des sciences aux États-Unis d'Amérique. Donc la séparation de l'Ukraine de la Russie était un événement majeur dans l'histoire russe contemporaine. Donc, les Russes n'ont pas avalé jusqu'à maintenant cette séparation, ils n'ont pas digéré encore cette séparation. Donc, on voit très bien que le problème date de loin. Il a des racines historiques. Le problème maintenant qui se pose, c'est qu'on voit très bien que Poutine, la Russie, s'est donné les moyens de sa guerre. Finalement, étant donné qu'il a assez de moyens, assez de moyens pour résister et pour aussi laisser couler le temps. C'est très important dans ce genre de guerre. Et finalement, comme l'a dit Zakaria, on finit par intérioriser la suprématie russe et finalement l'agression russe comme étant quelque chose qui va de soi. Et finalement, c'est ça ce que Poutine cherchait à un moment donné. Et on voit très bien qu'actuellement, on dirait que le monde est amnésiaque. Tout le monde a tout simplement oublié comment la guerre s'est déclenchée. Malheureusement, on est aussi en train de voir une perte de sens dans cette guerre. Pourquoi une telle guerre continue jusqu'à maintenant? Quels sont les objectifs? Parce que généralement, je l'avais dit à un moment donné ici même, dans cette émission, lorsqu'on entre dans une guerre, il va falloir atteindre un certain nombre d'objectifs qui sont bien précis. Et il faut faire l'économie de ses moyens. Mais on voit très bien que Poutine n'a pas les idées sur les moyens. Donc il a les moyens de sa guerre. Et finalement, la guerre se prolonge au point où il occulte, il éclipse ces raisons qui l'ont déclenché. Les Ukrainiens, malheureusement, sont dans une posture de résistance. Et c'est une résistance qui paraît se prolonger, elle aussi, dans le temps. Les Européens, les Occidentaux, les Américains sont incapables d'assurer
une aide substantielle et durable, aide militaire financière qui serait capable de renverser la situation. Et finalement, nous sommes devant une sorte d'une guerre interminable qui n'a pas d'issue pour le moment, à moins que des négociations arrivent plus tard avec l'Union européenne et finalement l'Ukraine accepte quelque part de céder les zones revendiquées par la Russie en contrepartie d'une adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN. On verra comment les choses. On verra bien. Il semblerait évoluer. que Poutine ne soit pas d'accord avec cette option. Deux remarques, Abdelghani Youmni. La première, c'est qu'il devait y avoir des négociations 3 mois après le début de la guerre, mais d'après ce qui commence à filtrer, à transpirer un peu, à sortir, c'est que les Occidentaux ont empêché Zelensky d'y aller sur ces négociations. Et deuxièmement, pour reprendre ce que disait Hamid Belkhatab, ce qu'on oublie, c'est la doctrine militaire russe. Depuis la nuit des temps, les Russes ont toujours eu cette manière de faire la guerre. Ne pas faire le décompte des soldats, ne pas faire le décompte du bilan humain, prendre des coups au départ, prendre position entre-temps et y rester. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette fameuse contre-offensive dont on a tellement dit de choses et qui n'a pas fait bouger les Russes d'un iota. Ou alors peut-être que le iota fait 10 km sur un front de 300-400 km. Alors, à côté de ça, à côté de la guerre, il y a eu d'autres événements qui se sont greffés. L'affaire Prigojine, l'inculpation de Poutine, le Poutine qui va chercher des armes un peu à droite et à gauche en Corée du Nord. Et tout ça peut-être aussi contribué à ce à quoi on est arrivé aujourd'hui. Oui, mais nous avons eu beaucoup de désinformations sur cette guerre, de la part de l'Occident, mais aussi de la part des Russes. Et cette Moi, je dirais qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations. Alors, beaucoup de désinformations, parce qu'il faut regarder les médias occidentaux, comment ils couvrent cette guerre. On a eu beaucoup de désinformations. Et cette guerre s'est faite jusqu'à aujourd'hui en 2 mi-temps. Une première mi-temps en faveur de l'Ukraine, 2022, et en deuxième mi-temps en faveur de la Russie, 2023. Et maintenant, on est dans les arrêts de jeu qui peuvent durer des années. Et c'est pour ça qu'il faut aller vers des pourparlers entre les Ukrainiens et les Russes pour trouver une solution, parce que la plus grande victime de ce conflit, ce sont les Européens. Les États-Unis ont fait une guerre par procuration entre l'Ukraine et la Russie. Ils l'ont financée aujourd'hui, on est autour de 115 milliards de dollars, sachant que les Ukrainiens n'ont reçu que 40 milliards de dollars. C'est-à-dire que 60% de l'effort de guerre qui a été orienté vers l'Ukraine, ça a été pour le renouvellement de la production industrielle militaire des Américains. C'est très vicieux. Ça a permis de faire repartir l'industrie militaire américaine et de déstocker les armes pour les envoyer. C'est ce qui se fait avec Israël. Parce que le problème des États-Unis, c'est qu'elle a affaibli l'Europe en la mettant dans un conflit qui aurait pu se résoudre autrement. Et le plus grand gagnant, d'abord, c'est les États-Unis, parce que leur machine économique repart. Et les perdants, c'est tout le monde, avec l'inflation, parce que c'est quand même une des causes de la guerre ukrainienne. Maintenant, il faut parler de ce qu'on appelle les 5 profondeurs d'une guerre. D'abord, au niveau numérique, et vous l'avez dit, tout le monde l'a dit autour de cette table, au niveau numérique, les Russes ne comptent pas leurs morts. D'abord, on est sur 1 et 5. On a 500 000 soldats russes, 100 000 soldats ukrainiens. Donc, c'est déjà déséquilibré. Après, si vous reprenez les 5 profondeurs d'une guerre, c'est d'abord la première profondeur, c'est démographique. Et là, les Russes dépassent. Après, vous avez la deuxième profondeur géographique. Les Russes sont chez les Ukrainiens. Ce n'est pas une guerre, ils ne sont pas derrière, ils sont chez eux. Et d'ailleurs, les Ukrainiens n'ont gagné que 0,25% de territoire pour 100 000 morts. C'est énorme, 0,25%. Ils n'ont rien récupéré. Alors la troisième chose, c'est industriel, et là, les Russes dépassent. Et puis, vous avez la technologique et financière. Et donc, faire une guerre qui est financée par autrui, vous ne pouvez pas la gagner. Parce qu'à un moment on voit bien ce qui se passe avec Gaza maintenant, c'est que l'autrui en question, c'est à détourner son attention ailleurs. Normalement, quand vous faites une guerre, c'est pour récupérer vos territoires. Donc vous avez une foi, vous vous battez avec vos moyens. Si on avait peut-être laissé les Ukrainiens faire une guerre comme ils pouvaient la faire, peut-être qu'on aurait eu des résultats meilleurs que ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, le vrai otage, c'est l'avenir de l'Europe dans cette région, parce qu'on aurait trouvé, je pense que Zakaria Boudab l'a dit, de trouver des solutions, des pourparlers. Pourquoi ? Parce que ce qu'on veut faire dans ce monde, c'est la prospérité par la paix.
par la destruction, par la guerre. Et ce qu'on est en train de faire, on est dans une guerre voulue par les Américains. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne financent leur économie que par les guerres faites à l'extramuros. Et c'est ça le problème donc, de cette hégémonie américaine. Et je pense que ce qu'on appelle le Global South, le Sud global aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez dit, Zakaria Boudab, la légitimation de Poutine qui voyage dans les pays du Sud. Et donc, qui est reçu. Et il est condamné par qui? Par la CPI. Et la CPI, il est contrôlé par qui? C'est ça le problème. C'est un jeu classique de la Russie de jouer avec le Sud. Mais ça a toujours été comme ça, même durant la guerre. Mais quand on parle de Sud global, elle en fait partie. Oui. Elle en fait partie, oui. Elle en fait partie du Sud global, bon, géographiquement peut-être pas, mais dans le Sud global, ou le Nouveau Sud, comme on l'appelle de plus en plus, elle en fait partie. Alors, vous parlez de pourparler, je me tourne vers vous, Zakaria Boudab. Quand on parle de pourparler, de nécessité de pourparler, il y a un élément déterminant qui va favoriser ces pourparlers. Et bon, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il ne vient pas du théâtre d'opération, mais il vient d'un peu plus loin, c'est-à-dire de Gaza et d'Israël. Donc on se rend compte que, bon, à un moment, il faut que ça s'arrête parce qu'on est occupé ailleurs. Et puis, il y a un élément facilitateur, et ça me fait ma transition pour le deuxième point, qui est la Turquie d'Erdogan. Alors, la Turquie d'Erdogan, 2 événements importants en 2023. La première, c'est le fameux séisme qui a eu lieu aussi en Syrie. On en a moins parlé, mais qui a eu lieu aussi en Syrie. C'était au mois de février. Et puis, la fameuse élection toute pleine de suspense, comme nous l'avons tous vécu à fin. Mais alors, est-ce qu'on peut parler d'un Erdogan qui serait un homme inoxydable en interne et incontournable en externe? Oui, d'ailleurs, j'avais la chance de vivre le centenaire de la République kémaliste. C'était il y a quelques semaines, en tout cas, à Istanbul, Constantinople, la fameuse Constantinople, l'ancienne capitale de la Turquie. Et je crois quand même qu'il y a un nationalisme très, on va dire, exacerbé en Turquie. Une acclamation pour Erdogan, c'était un plébiscite en vérité. Et on savait que, vu le contexte régional mondial aggravé, non seulement par les troubles qui s'annonçaient déjà, si ce n'était déjà le cas, à Gaza à partir du 7 octobre, mais également les menaces proférées contre la Turquie. On s'en souvient, je pense que c'était en 2022, cet attentat terrible qui a touché Istanbul et pour un peu désorganiser le tourisme, etc. Ce séisme comme une sorte de chaînon qui a aussi touché la Syrie, ainsi de suite. Moi, je crois que sur le plan de la rhétorique, la stature, l'expérience et l'homme de la situation qui est capable de négocier non seulement avec les Russes, mais aussi avec les Ukrainiens. Et c'est cela, je crois, c'est un statut qui est, on va dire, confirmé. Il joue les médiateurs, capable aussi de dire non quand il le faut, taper très fort sur la table avec les Européens, avec l'Allemagne, de négocier plus, marketer également la position de la Turquie comme étant un passage obligé pour les réfugiés, notamment en provenance de Syrie, pour rejoindre l'Union européenne en particulier. Donc, on voyait très très bien que M. Erdogan, effectivement, aujourd'hui, culmine, il est à son apogée en termes d'une personnalité peut-être qui rappelle Kemal Atatürk autrement. Je sais qu'il fait partie d'un parti d'obédience islamiste à partir de 2002, comme ils étaient dans les affaires à Istanbul, je pense à Ankara. Mais je crois grosso modo, finalement, que M. Erdogan a confirmé sa stature. Il a fait un nom, et ce nom est en dit long sur des changements profonds au niveau de la Turquie, un pays quand même qui est à la jonction de l'Asie et de l'Europe. Alors justement, la géographie l'aide beaucoup. Abdelhamid Belkhtab, alors il est OTAN, Erdogan, il est allié de la Russie, il est mouvance islamiste, il est joker, il est inclassable, M. Erdogan. Absolument. Et d'ailleurs, l'intelligence de Erdogan, c'est de pouvoir être indispensable pour tout le monde. Et à un moment donné, la Turquie est devenue je dirais, un interlocuteur qu'on ne peut pas survoler, qu'on ne peut pas dépasser. Partout, vous avez la Turquie qui est au centre de négociations. Proche-Orient, il est au centre. Europe, il est au centre. OTAN, il est très présent. Dialogue, je dirais, BRICS, il est présent. Donc on voit très bien que Erdogan est sur tous les fronts. Et finalement, tout cela se fait dans une perspective ultranationaliste qui arrange très bien les Turcs. Malheureusement, l'économie turque ne va pas aussi bien que la situation politique turque.
L'économie turque est en train de perdre du terrain. Il y a une inflation galopante, il y a une vraie difficulté à se financer au niveau international. L'économie turque n'est plus performante comme elle a été une dizaine d'années auparavant. Mais l'ultranationalisme d'Erdogan finit tout simplement par éclipser ces difficultés économiques. Pourquoi ? Parce qu'il présente la Turquie comme étant une puissance régionale et une puissance internationale incontournable, que ce soit pour l'Occident ou pour l'Orient. Je crois que la Turquie, finalement, a bien entamé le XXIe siècle. Donc, il a bien entamé le XXIe siècle dans la mesure... Avec Erdogan. Avec Erdogan. C'est arrivé au début du XXIe. Mais l'une des difficultés majeures de la Turquie, c'est que nous sommes devant une personnalité charismatique qui ne durera pas aussi longtemps. Il y a la vie biologique de l'homme qui, à un moment donné, sera usée par le temps. Finalement, nous sommes devant un régime présidentialiste. Un régime présidentialiste où Erdogan concentre en ses mains l'essentiel du pouvoir. Et en plus de cela, il a une symbolique qui déborde l'ensemble des acteurs politiques. Et finalement, l'un des problèmes majeurs que se pose actuellement en Turquie, qui va succéder à Erdogan. Il ne peut pas rester éternellement. Il a changé la Constitution pour rester président à vie. OK, mais après... Il y a toujours un après qui se pose. Cette année, il a été élu, mais d'extrême justesse. On Absolument. Se rappelle du et on voit l'usure. Toute la nuit électorale. On voit aussi les stigmates de l'usure politique sur son visage et sur son parti. Donc finalement, nous sommes devant une perspective qui n'est pas vraiment encourageante. Bien que, comme l'a dit Zakaria, il y a son apogée. Après l'apogée, il y a la descente aux enfers. Il faut tout simplement attendre le moment. Alors, descente aux enfers, je ne sais pas, parce que bon, descente, je ne veux pas retenir aux enfers, mais descente, mais après descente, on rebondit. Oui. Justement, non, parce oui, pour la Turquie, avec l'économie qui ne va pas bien, il y a vraiment une descente aux enfers. Sur l'économie, vous avez un économiste à côté de vous, de la position géographique de la Turquie. Erdogan est arrivé à faire un atout géopolitique et aussi une véritable doctrine géostratégique. Est-ce qu'on ne lui fait pas un mauvais procès, finalement, comme le fait si Abdelhamid Ben Khattab, sur l'économie ? L'économie, sur les 20 dernières années, a véritablement connu un essor extraordinaire en Turquie, l'économie turque. Il arrive un moment où on a un reflux, forcément. Est-ce qu'on ne lui fait pas un mauvais procès ou alors est-ce que l'économie est véritablement en situation difficile ? Non, en fait, d'abord, l'AKP, sur les 30 dernières années... L'AKP, c'est le parti d'Erdogan. L'AKP d'Erdogan a remis la Turquie comme une grande puissance régionale, économique et militaire. Et Erdogan est un grand leader nationaliste, c'est un grand homme d'État, donc ça c'est indiscutable aujourd'hui. Maintenant, le problème de toutes les idéologies, c'est le culte de la personnalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relève à Erdogan et on ne voit pas autour de lui des personnes qui peuvent assurer la succession. Et c'est le problème si on voit toutes les idéologies politiques, parce que lui, il en a créé une, et le dilemme de la Turquie, c'est quoi ? C'est d'abord le dilemme de l'islam politique. Et là, il y a un public pour ça. Et aussi, il y a des pays qui sont autour, nombreux, mais aussi les frères musulmans se trouvent partout. Et on voit aujourd'hui sur le conflit au Moyen-Orient qu'il y a un public, donc il y a des gens qui sont derrière. Et puis, il y a la Turquie laïque. Mais la Turquie laïque, l'Occident n'en veut pas. Et donc, ça, c'est le vrai dilemme. Maintenant, l'erreur qu'a commis Erdogan, et là, vous m'avez parlé de ce qui est économique, c'est que la Turquie est un pays inflationniste de nature depuis un siècle. Donc, il a toujours connu des inflations. L'AKP arrive, il avait déjà une inflation de 400%. Donc, aujourd'hui, la Turquie, avec une inflation de 80%, c'est presque normal. Et eux aussi, par contre, ils essaient de doper leur économie en dépréciant leur monnaie. C'est ce qui permet d'exporter. Mais c'est vrai aussi que les choix géopolitiques de la Turquie, ils ont joué un mauvais tour à l'économie turque. Parce que la Turquie aurait pu faire comme la Corée du Sud et se développer. Mais la Turquie, parce qu'il y a aussi une folie des grandeurs de M. Erdogan, qui veut être à la fois... La Corée du Sud est un terminus et la Turquie est un carrefour. Oui, voilà. Mais le carrefour... Ça crée des différences. Mais le carrefour aurait pu être beaucoup plus
plus profitable que le terminus. Parce que être au croisement et essayer de développer, parce qu'il a perdu la confiance des Européens, parce qu'il le taxe d'islamisme, et puis il n'a pas toute la confiance des pays du Golfe. Et donc il est un petit peu entre les deux. Et derrière, il y a les pays de l'Azerbaïdjan, le Turkménistan, où là aussi ils sont à la fois tournés vers la Russie et vers la Turquie, et c'est pas clair. Et puis il n'a pas vraiment développé l'industrie turque, parce que les Turcs, ils sont sur une démarche de ce qu'on appelle les colliers de perles, d'essayer d'avoir des marchés, et puis aussi aller en Afrique, aller au Moyen-Orient, essayer d'avoir tout. Vous savez, quand on essaie de courir 2 lièvres à la fois, on n'en attrape aucun, et je pense que c'est le problème turc aujourd'hui. S'il y a pas, je vois que vous êtes d'accord. S'il n'y a pas de commentaires sur la Turquie, moi je ne partage pas trop votre point de vue. Mais enfin, bon, on ne va pas discuter que sur la Turquie. Alors je reste avec vous, Abderli Youmni, et on continue notre balade dans le monde. On arrive à la France. Alors la France, qui est un pays proche, un pays ami, a connu quand même une année assez difficile. Alors, avec des émeutes, les manifestations pour contre la retraite plus tôt, c'est pas les premières, c'est un peu un classique en France. Il y a eu les manifestations qui sont transformées en émeutes pour la mort du jeune Naël. Et puis, c'est absolument incroyable imbroglio sur la fameuse loi immigration dont on attend toujours le sort institutionnel. De quoi ces événements sont-ils le signe en France ? Vous savez, je pense que l'élite politique aujourd'hui est en crise dans tous les pays du monde. On n'a plus cette élite politique qui est formée à la politique d'élus. On a une superposition de technocrates qui dirigent des pays et qui n'ont pas les compétences d'élus de base. Et puis, le plus gros problème qui se pose en Europe aujourd'hui, parce qu'on est dans une schizophrénie, en même temps, nous avons un vrai problème démographique, un vrai problème de vieillissement, et pas de rajeunissement. On va prendre la Bulgarie. La Bulgarie a perdu 20% de sa population entre 2000 et 2020. 20% de sa population, la Bulgarie. Et nous avons l'Italie, c'est le pays qui souffre le plus. Donc vous ne pouvez pas en même temps faire des politiques, des lois anti-immigration et lancer un appel d'air à la main-d'œuvre, parce que c'est incohérent. Donc, si vous voulez, le gouvernement Macron ou aussi le gouvernement italien, ce qu'ils essayent de faire, c'est qu'ils ont une assiette électorale. Cette assiette électorale, ils veulent la garder. Il y a des élections européennes qui vont arriver dans 8 mois. Et dans ces élections européennes, ils savent très bien que l'extrême droite va marquer des points. Donc, ils essayent de faire des réformes et des lois qui vont à contre-nature des besoins. Aujourd'hui, vous savez que, par exemple, pour le Maroc, le nombre d'ouvriers agricoles saisonniers a été multiplié par 3 entre 2020 et 2023, agricoles saisonniers. Madame Meloni a lancé un besoin de 400 000 nouveaux migrants sur l'immigration choisie et que je défends moi personnellement. Moi, je ne défends pas l'immigration ce qu'on appelle à tout va. Il faut d'abord que ça, c'était la proposition de Merkel. Merkel avait demandé un plan Marshall pour l'Afrique, c'est-à-dire mettre 1 000 milliards de dollars ou d'euros sur la table et essayer d'aider les pays africains à développer des compétences, une main-d'œuvre, à réformer l'éducation, pour que quand il y aurait mobilité, ça serait mobilité du travail. Pourquoi on continue à appeler les gens qui viennent d'Afrique immigrés et qu'on appelle les gens qui viennent d'Europe et des Amériques des expatriés? Ça, c'est la vraie question. Ça veut dire que si on n'arrive pas à faire une mise à niveau du capital humain pour sortir du racisme et pour sortir de la déshumanisation de l'autre, celui qui est derrière la Méditerranée est les moins humains que moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Nous avons des photos et des noms des morts israéliens et nous n'avons rien sur les morts palestiniens parce que je crois que la valeur de la vie pour nous, habitants du Sud, et pour les gens qui viennent du Nord, n'est pas la même. Et donc, tant qu'on n'a pas fait cette mise à niveau, il y aura ce qu'on appelle le remplacement. Il y aura ce remplacement, malheureusement, en 2060. En 2070, en Europe, il y aura 30% d'habitants qui ont plus de 75 ans. Alors, on fait comment ? D'abord, quand vous parlez de remplacement, vous n'allez pas reprendre la théorie des autres là. Je ne reprends pas la théorie. Je pense que vous ne m'avez pas bien entendu. Je dis que normalement, il y aura des migrations dans le monde. Et si on ne fait pas une mise à niveau du niveau d'éducation dans tous les pays du monde, on sera toujours dans ce rapport entre le Nord
et le Sud, où il y aura une valeur humaine supérieure à l'autre. Donc je ne reprends pas du tout, au contraire. Maintenant je comprends mieux. Voilà. Donc, voilà. Non, pas du tout. Moi je suis pour la mobilité des compétences et aussi pour l'échange du capital humain, mais aussi pour le partage de la richesse. Mais on ne peut pas continuer dans ce qu'on fait aujourd'hui de faire des lois racistes dans les pays du Nord parce que nous avons peur d'être envahis par les autres. Donc je ne suis pas du tout dans le... Non, mais ça, je vous connais assez bien. C'est pour ça que je vous ai repris, pour clarifier un peu parce que bon, on ne va pas faire notre la théorie du grand remplacement, surtout qu'il n'y a pas de grand remplacement. Mais c'est intéressant ce que vous avez dit sur l'aspect vocabulaire, sur l'aspect nomenclature. On le voit à Arza, on le voit un peu partout. Et avec les expatriés, c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire à notre niveau du Sud pour revoir un peu les nomenclatures. Pourquoi émigrer d'un côté, pourquoi expatrier de l'autre? Toujours sur la France, Abdelhamid. Oui, la France, bon, il y a un paradoxe français, typiquement français. L'économie va bien, l'humeur des Français va mal. Et on se demande pourquoi. L'économie française, elle va très bien. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème majeur comme auparavant. Je parle à la lecture. Oui, mais l'économie française, jusqu'à maintenant, elle est très solide et elle va très très bien par rapport aux autres économies européennes. Je parle de l'économie espagnole. Au royaume des aveugles. Comment? Au royaume des aveugles. Oui, absolument. Non, mais le problème, c'est que la France souffre je dirais, de son syndrome d'ingouvernabilité. Nous sommes devant un pays qui est très difficilement gouvernable. Très difficilement gouvernable. Il y a des clivages qui sont de plus en plus exacerbés, des clivages. Je ne dirais pas qu'il y a un ensauvagement de la société comme le dirait la droite, l'extrême droite, mais je dirais qu'il y a un endurcissement des clivages et de la société française au point où il y a une certaine imperméabilité, d'accord, de la société française par rapport vis-à-vis des politiques publiques de l'État. Faites ce que vous voulez, la société française, elle est ce qu'elle est. Et finalement, arrive un moment de se demander, est-ce qu'il n'y a pas là des syndromes ou un symptôme plutôt je dirais, d'étiolement de la Ve République. Est-ce qu'ils ne sont pas là en train d'assister à la fin d'un modèle politique français qui s'est présenté à un moment donné comme étant le modèle de l'État fort, de l'État omniprésent, de l'État puissant, de l'État capable de rationaliser le parlementarisme et de rendre à l'exécutif tous ses lettres de noblesse. Et finalement, nous sommes devant un pays qui, malgré le fait que l'exécutif détient l'essentiel du pouvoir, qu'il est écrasant, n'arrive pas à gouverner. Donc finalement, il y a un paradoxe français qui doit être débattu. Je crois que les Français, peut-être qu'ils sont prisonniers de leur récit historique révolutionnaire et finalement arrive un moment où il va falloir chercher ailleurs un autre modèle. Les Français ont toujours vendu l'idée de l'État hyper fort, hyper centralisé, l'État jacobin. Finalement, l'État jacobin. Vous avez aussi un président élu avec 26% de voix. Absolument. 26% de voix. Ce modèle-là n'est plus le modèle étatique à suivre au XXIe siècle. Pourquoi? Parce qu'il y a la complexification de la société, la complexification des solidarités sociales, la complexification aussi des problèmes sociaux. Vous ne pouvez pas faire en sorte à ce que le territoire devienne un et indivisible. Il va falloir à un moment donné accepter la diversité, accepter le pluralisme, accepter aussi le multiniveau. En France, on voit très bien que les Français peinent toujours à adopter la gouvernance multiniveau. Il y a toujours Paris, c'est la France c'est Paris, et un président, je dirais, galactique. Finalement, il y a un problème typiquement français. C'est intéressant, encore une fois, quand vous parlez de parlementarisme rationalisé, il est rationalisé, dans le sens où pratiquement, on est à combien, 10, 15 lois qui sont passées par le 49.3, voilà. par des orientations, des indications qui sont données au Parlement pour... Il est diminué. Rationalisé, c'est pour dire le mot gentiment. Diminué. Voilà. Parlementarisme diminué. C'est une formule agréable pour rappeler les choses. Zakaria Boudahab, la France, il lui arrive quoi, le spleen français, pour reprendre l'expression de Baudelaire? Mais c'est-à-dire que les collègues ont touché du doigt un certain nombre de problématiques majeures qui structurent l'État français, qui est aussi un État des régions, il ne faut pas l'oublier, et des départements, mais c'est un État qui est quand même, sur le plan sociétal, très vital,
sur le plan de la rhétorique, du débat public. À chaque fois, vous ouvrez des chaînes, TF1, la 2, la 3, la 4 et ainsi de suite. Il y a toujours le débat. Et ça, c'est important, avec aussi un ancrage local, je crois, sur les terroirs. Il ne faut pas l'oublier parce que les Français sont très friands de la conservation de leur modèle par rapport à une mondialisation qui est aussi perçue comme un danger. Ça me rappelle des lectures en termes de sociologie politique, les sociétés fondées sur la mémoire, comme la France ou le Maroc, les sociétés fondées sur le contrat, comme le Canada, les États-Unis, l'Australie. Ce n'est pas la même chose. Mais ce qui m'a remarqué le plus, c'est le degré de violence que la France a exprimé quand même, surtout après la mort de Naël, quand on a vu quand même qu'il y a une sorte de chute dans les abîmes. Voilà une sorte d'abcès qui a quand même marqué la société des profondeurs, si vous voulez, pour reprendre un peu la psychologie des profondeurs. Il y avait déjà un terrain favorable à ça, parce qu'avant Naël, c'était les retraites. Tout à fait. Il y a eu une pause sanitaire, Covid, mais avant, il y a eu les Gilets jaunes. Et donc, c'était quand même violent. Et ça s'est déclenché comme une traînée de poudre, comme on dit. Mais ça me rappelle déjà Juppé, quand il était Premier ministre de M. Jacques Chirac, en 1995. Il y a eu des manifs qui l'ont forcé à démissionner. Ben, M. Jacques Chirac, à l'époque, gentiment lui a demandé de céder sa place. Et je pense que c'était Jospin à l'époque. Sarkozy après aussi. Oui, voilà. Jospin Dans le cadre de ce qu'on appelle la cohabitation. C'est la fameuse dissolution en 97, Juppé qui s'en va et Jospin qui arrive. Exactement. Mais je crois que c'est la tradition révolutionnaire française, en fin de compte, 1789, avec cette déclaration solennelle, etc. C'était aussi violent. Mais je crois aussi, il ne faut pas l'oublier, la France, c'est aussi l'Union européenne, et donc tout l'écrasement institutionnel exercé par Bruxelles, les autres centres de pouvoir, etc. Et en même temps, une mondialisation, la France qui ne se détermine pas de façon impeccable par rapport à une mondialisation, c'est-à-dire les États-Unis, c'est-à-dire la Chine, tout le débat aujourd'hui, mais également une société fracturée, ce que je remarque aussi par rapport à l'apparition d'un certain nombre de tendances politiques aujourd'hui. Tout le monde a les yeux rivés vers les élections, je pense, 2026 ou 2027. Après, il y a l'européenne, juste... Voilà. C'est l'année prochaine. Mais c'est un centre de gravité. Je crois que probablement, quand la France va bien, peut-être l'Europe va bien aussi. Je ne sais pas, mais j'ai un peu ce sentiment-là que la France occupe quand même une place assez centrale au niveau de l'Europe par rapport à l'Euro-Méditerranée. Et je crois que c'est toujours une société qui se cherche à se définir par rapport à ce qui se passe. Et nous sommes tous frappés de plein fouet par ces crises globales mondiales, la Covid, la guerre en Ukraine et j'en passe. Je ne parlerai pas du tout du style de M. Macron. Le style, c'est l'homme, mais il n'y a de style que dans l'ordre et le mouvement, comme aimait à le répéter constamment le roi Hassan II. Mais je crois quand même, M. Macron, on n'est plus dans l'ambiance de 2017. Hein. Aujourd'hui, il y a quand même un certain déclin. Regardez le lapsus révélateur. Il y a quand même un certain déclin, si vous voulez, du macronisme. Du macronisme, du système qu'il a induit en défaisant le système classique, clivage gauche-droite. Alors, Abdelhamid Belkhtab, Gaza, le massacre. La communauté internationale est décrédibilisée, démonétisée, il n'y a plus rien. L'ONU fait ce qu'elle peut, l'OMS aussi fait ce qu'elle peut, le monde est indigné, tout le monde est consterné. Comment ça va finir, selon vous? Je vois très bien que les Israéliens... à l'instant même, nous sommes dans une situation de non-sens. D'ailleurs, toute guerre est un non-sens pour moi. Toute guerre. Là, on est dans une sorte de folie, c'est plus. Voilà. C'est plus là, non-sens. on a dépassé l'entendement, on a dépassé la raison, mais je crois tout de même qu'il y a une raison sioniste très, très palpable derrière ce qui se passe actuellement. C'est que je crois voir dans ce que fait le gouvernement israélien une situation de pousser le monde vers un fait accompli. Voilà, donc soit le monde intervient, soit les États-Unis d'Amérique interviennent, l'Union européenne intervient pour finir avec Hamas, soit je continue mon massacre. Et je crois qu'arrivé un moment, on voit très bien que l'opinion internationale commence à se détourner contre Israël, commence à critiquer Israël, et les Israéliens finiront par perdre justement le soutien qu'ils avaient au niveau occidental, de l'opinion publique occidentale. Le problème maintenant, c'est qu'ils sont en train, Netanyahou cherche actuellement à faire en sorte à ce qu'il obtienne des gages de la sécurité d'Israël à Gaza. Comment ça? En anéantissant Hamas. Le problème là aussi... Il fait exactement l'inverse. Le problème, c'est que Hamas est aussi une fraction de la population de Gaza.
vous ne pouvez pas dissocier Hamas en tant que mouvance politique de la population de Gaza. Donc, arrive un moment où le déracinement, ou je dirais l'éradication de Hamas devient une question impossible. Et arrivera aussi un autre moment où la raison doit l'emporter en acceptant de négocier et de trouver une issue, parce qu'il n'y a pas d'issue militaire à ce qui se passe actuellement en Palestine. Aucune issue, ni de la part des Palestiniens, ni de la part des Israéliens. Les Palestiniens, le Hamas présente son attaque de 7 octobre comme étant un changement de paradigme dans les relations internationales, mais c'est trop dit, n'est-ce pas? Il n'y a aucun changement de paradigme. Nous sommes devant Israël qui est toujours là et qui ne sera pas ébranlé ni inquiété. Pourquoi? Parce que c'est un acteur du droit international, c'est un acteur de la communauté internationale. Hamas n'en est pas un. Hamas n'est qu'un parti, n'est qu'une fraction militaire, non militaire, du peuple palestinien. Mais on ne peut pas amalgamer et réduire le peuple palestinien à Hamas. Et justement, c'est le jeu que Netanyahou est en train de jouer avec ses partisans et ses alliés de l'extrême droite, parce qu'ils veulent à un moment donné non seulement affaiblir Hamas, mais affaiblir l'ensemble de la cause palestinienne dans sa totalité, et faire en sorte à ce que cette cause ne soit jamais réglée, ou s'il doit être réglé, il doit être réglé aux conditions d'Israël, chose qui n'est pas ni juste ni souhaitable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on veut régler un problème, on ne cherche pas qu'à gagner, on cherche aussi à reconnaître la légitimité de son adversaire. Alors, il y a un angle d'attaque, sans jeu de mots, dont on n'a pas beaucoup parlé, dont on ne parle pas beaucoup, Abdelghani Youmni, c'est l'économie israélienne. Est-ce que, les États-Unis la mettent sous perfusion, on sait, mais jusqu'à quand? Les États-Unis eux-mêmes sont en campagne électorale. Bien entendu, toute la classe politique américaine est acquise à 1000% à Israël, mais jusqu'à quand la société israélienne, l'économie israélienne pourra-t-elle vivre, encore une fois, sous la perfusion américaine? Mettre 350 000 de soldats, ça fait à peu près 3,5% de la population, c'est tout qui s'arrête. Oui, c'est exactement 3,5% de la population. La plupart, c'est des étudiants et des ingénieurs. Et l'économie israélienne, ce n'est pas une économie industrielle classique. C'est une économie qui travaille sur le high-tech, sur les nouvelles technologies. Elle produit beaucoup de valeur ajoutée, parce que c'est vraiment... Leur base, c'est le capital humain. Maintenant, ils ont beaucoup de pertes, d'abord pour leur croissance. Ça se chiffre pour l'année à venir à 10 milliards de dollars. Et je pense que ça va être plus. En plus de ça, ils n'ont plus la main-d'œuvre palestinienne, parce que là aussi, tous les habitants de la Cisjordanie qui passaient de l'autre côté sont empêchés aujourd'hui. Donc, ils ont un problème de main-d'œuvre et c'est un problème réel. Donc, oui, cette économie va souffrir. La perfusion dont vous parlez américaine, les républicains n'en veulent pas, parce qu'ils disent on ne va pas financer toutes les guerres du monde. Donc aujourd'hui, il y a un veto. Israël, ça reste Israël. Mais ça va se faire. Non, mais ça va se faire, cette perfusion va se faire. Mais de toute façon, il y a les Israéliens, ce gouvernement d'extrême droite, je ne vais pas parler des Israéliens, parce que Yair Lapid, hier, a fait une déclaration. Et c'est lui qui a signé la plupart des accords d'Abraham. Donc lui, ce qu'il veut, c'est d'abord échanger les otages, peut-être commencer à réfléchir à une solution. Mais le gouvernement d'extrême droite, et maintenant, il y a vraiment le pur jus d'extrême droite israélien, hein, vraiment le pur jus des sionistes. Alors il mène deux guerres. Il mène d'abord une guerre démographique contre les femmes, les enfants palestiniens. C'est une guerre démographique. Ils savent très bien qu'en 2050, ce sera ex aequo le nombre d'Israéliens et de Palestiniens. On sera à peu près à 11 millions. Donc ça sera à égalité. Ils savent que la bataille se jouera sur la démographie et Yasser Arafat a toujours dit ça. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième, il mène une guerre contre le système hospitalier et les écoles, et ça c'est aussi volontaire, et ça c'est des guerres gagnées, mais c'est contre les civils et les murs. Il n'y aura plus d'habitation à Gaza. Et la deuxième guerre perdue par contre, c'est contre le Hamas. Et là, la première fois que Tsahal, l'armée israélienne, perd une guerre qui dure aussi longtemps, 80 jours, parce qu'ils ont toujours liquidé les guerres avec les pays arabes en 7 jours, 10 jours. En quelques jours.
Là, on est à 80 jours, et contre qui? Là, on a 3 pays, les plus grandes puissances du monde, contre 20 000 personnes, des combattants du Hamas, qui n'ont aucun allié. Vous savez, là aussi, j'aimerais bien dire un point. Rapidement, parce que je voudrais entendre... Rapidement. Le Hamas ou les Palestiniens, aucun pays dans le monde n'a le droit de dire « je les soutiens et je leur donne des armes ». Alors justement, parlant de ça, Zakaria Bouddahab, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embrasement? On voit les Houthis ce qu'ils sont en train de faire. Il y a des escarmouches de plus en plus meurtrières au sud du Liban ou au nord d'Israël. L'Iran, on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'embrasement? Oui, mais c'est-à-dire que, oui, tout à fait, il y a un risque de basculement, puisque Moussaoui, qui est à la tête de la garde républicaine iranienne, vient d'être éliminé hier. Ça nous rappelle il y a quelques années, je pense que c'était en 2020, Moussaoui aussi, qui était véritablement l'architecte carrément de l'action iranienne à l'extérieur et ses connexions avec le Hezbollah, etc. Soleimani, exactement, donc en Syrie. Et l'Iran avait dit qu'il allait réagir de façon intelligente, officiellement, et on a même vu, dans des chaînes qui ne sont pas occidentales ni autres, que le président Raïssi saluait dans l'avion, à l'intérieur de l'avion, le départ même de celui qui vient d'être éliminé hier. Et donc là, on s'attend peut-être à ce qu'il y ait, alors vous avez parlé, c'est Aziz, d'embrasement, aggravation, accentuation, mais là, la grande question, c'est-à-dire est-ce qu'on va carrément affranchir la ligne de la retenue, puisque implicitement, il y a une sorte de modus vivendi en vertu duquel, si ça s'embrase... de porte-avions en disant on intervient. Voilà, c'est ce qu'on appelle en anglais nuclear deterrence, la dissuasion nucléaire, parce que peut-être tout à l'heure on parlera de la Chine avec Taïwan, mais là vous êtes au niveau du détroit d'Ormuz, et donc c'est le passage des cargos, des paquebots, etc. La mer Rouge, vous êtes en mer, l'océan Indien, par ailleurs l'océan Pacifique, parce que également il y a des questions ou des problématiques qui sont connexes. Mais je crois que là, véritablement, nous sommes d'abord dans une sorte de banalisation de ce conflit, excusez-moi de l'expression, puisque, hélas, c'est comme si on a un peu, encore une fois, intériorisé les morts. C'est une honte mondiale, mais véritablement, une punition collective. Oui, le Hamas ne représente pas tous les Palestiniens, mais par ailleurs, les effets adverses, pour parler comme Raymond Boudin, les effets pervers, voilà cette compassion exprimée par des populations, non seulement au Maroc. On a vu les marches à Casablanca et ailleurs, donc ça enflamme les foules et ça nous plonge dans l'inconnu, mais véritablement au-delà de ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement. Ça nous plonge dans l'horreur, là. Voilà, et ça dépasse des proportions. Tout à l'heure, si Abdelhamid a parlé de l'entendement kantien, au sens de Kant, mais véritablement, moi je crois que c'est une honte pour toute la communauté internationale de voir ce qui se passe et être véritablement inactive, impuissante à faire quoi que ce soit. Alors, il nous reste exactement 3 minutes. Et alors, je vais vous poser une question, comme à mon habitude, extrêmement large pour 3 minutes, mais je vous donne 1 minute chacun. Alors, la Russie entre en Ukraine, l'Azerbaïdjan récupère le Haut-Karabakh, la Chine lorgne sur Taïwan, le Venezuela a des visées très précises sur les Sékouibo, Israël opère un déplacement de population à Rza et ne cache pas ses ambitions de s'y installer. Est-ce que c'est la loi de la jungle? Hamid Belkhatab, en 1 minute. Vous savez, en relations internationales, ça a toujours été la loi de la jungle. D'ailleurs, ce qui caractérise les relations internationales par rapport à autre chose, c'est cette capacité de recourir à la violence n'importe quel moment et n'importe quel comment, n'est-ce pas? Donc, on voit très bien que l'usage de la guerre est une constance des relations internationales. Donc, c'est une loi de la jungle qui a été codifiée et intériorisé aussi par la communauté internationale comme étant quelque chose de banal. Et malheureusement, nous sommes arrivés avec les chaînes d'information actuellement, avec les images qui nous arrivent, ça devient quelque chose de banal, codifié, de naturel. Et mis en œuvre en 2023. On voit qu'en 2023, c'est effarant. Tout le monde rentre chez tout le monde, enfin tout le monde, beaucoup de pays rentrent chez d'autres pays, leurs petits voisins prennent ce qu'ils ont à prendre. La loi de la jungle, même question pour vous. Non, alors moi je suis un militant de la paix, je continue d'abord, d'ailleurs pour Israël et la Palestine, moi je continue à croire une solution à 2 États, parce que notre humanisme est quand même, il est remis en question et ça nous questionne en tant qu'humains, d'abord de ne pas considérer l'humanité par palier, de ne pas différencier entre les humains. Un enfant israélien, un enfant russe, un enfant ukrainien, un enfant palestinien, ce sont des enfants. Absolument. Et je pense que si on veut que cette espèce
qui est l'humanité, continue à exister, nous devons, à l'heure de l'intelligence artificielle, on continue à se battre sur les territoires, alors qu'on voit bien qu'on peut créer de la valeur et de la richesse au-delà des territoires. Et je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi ne pas réfléchir? Et c'est pour ça que les accords d'Abraham, pour moi, c'était une victoire de la paix qui allait venir. Et là, tout a rebasculé. Zakaria Boutaheb, loi de la jungle. Irénologie versus polémologie. Ça me rappelle Gaston Boutol, l'un des fondateurs d'ailleurs, qui disait que la guerre n'est pas seulement stratégie, les armées, c'est également un phénomène très profond, enraciné, sociologiquement parlant. Lui-même était un sociologue. Je voudrais aussi évoquer Freud, qui a parlé de deux forces qui structurent aussi la vie. Selon lui, c'est Thanatos, la loi de la guerre, et c'est Eros, la loi de l'amour. Le dieu de l'amour, les forces de destruction, les forces de conservation. Et je voudrais dire aussi, comme en géologie, en géographie, il y a le dessous des cartes. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la géodynamique parfois, qui provoque les volcans, les séismes. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce sont tout simplement des symptômes. Mais je suis plus pour le sens de l'élévation, de la transcendance, de l'éthique, parce que c'est finalement ça. Pour parler comme Malouf, quand il a parlé des identités meurtrières, moi je pense aujourd'hui qu'il faut dépasser ce paradigme de l'antagonisme. Car au final, si on conserve la terre, la vie... C'est de faire le droit international. Voilà, on doit conserver. Donc l'idéalisme versus réalisme. Restons optimistes pour 2024, même s'il n'y a pas énormément de raisons de l'être, mais restons optimistes. Merci à vous, Zakaria Boutaheb. Merci à vous, Abdelghani Oumni. Merci à vous, Abdelhamid Blachtab. Merci à vous de nous avoir suivis. Meilleurs vœux et très bonne année 2024.